Is recorded. Interpretation is available in English, Spanish, French and Portuguese. L'interprétation est disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Bienvenue au mercredi de la dette de Rodad. Aujourd'hui, nous allons répondre à certains enjeux qui se passent dans le monde. Nous allons parler du problème de la dette qui entraîne des problèmes dysfonctionnels. Nous allons parler plus particulièrement de la réforme de l'architecture financière internationale, de prêteurs et emprunteurs responsables. Et les organisateurs sont l'APMDD, l'Afrodad, Eurodad, Latindad, Jubilee, USA. Et les bailleurs de fonds sont l'Union européenne, Bread for the World, Open Society Foundation, Avina Americas. Merci à Ossissa de nous fournir une interprétation en portugais. Cette séance est divisée en deux parties. Nous aurons une petite pause entre les deux. À la fin de chaque séance, nous répondrons aux questions qui auront été posées. Ce seront les panélistes qui répondront. Et ensuite, après cette séance de questions-réponses, nous aurons une petite pause de 10 minutes. Je vais vous présenter les intervenants d'aujourd'hui. Bodo Elmer, le directeur de financement de programmes de développement durable de Global Policy Forum. Sea Sophie Rusten, conseiller politique à Debt Justice Norway. Christina Lascaridis, étudiante en doctorat en sciences économiques à l'Université de Londres, et Sergi Coutillas, le cofondateur d'Econa. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat. D'accord. Alors, la séance numéro 1. Pour commencer, Bodo va nous présenter son PowerPoint. C'est à vous, Bodo. Merci, Christina, pour cette présentation. Merci aux organisateurs. Je vais démarrer la séance aujourd'hui avec un sujet assez technique et hautement politique qui parle des mécanismes financiers. En général, on parle de mécanismes financiers lorsqu'il s'agit de développement de pays en développement, puisque ces pays sont ceux qui possèdent le plus de dettes intérieures et extérieures. Et en raison de ces problèmes de dette intérieure, eh bien, certains pays ne peuvent pas obtenir les fonds suffisants des banques centrales. D'abord, je vais parler du cas de la Grèce, parce que la Grèce, évidemment, est en situation de crise de la dette. C'est un sujet qui est lié au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le principal problème lorsque l'on parle de mécanisme de la dette, et c'est ce dont je vais parler au début de ma présentation, c'est qu'on parle d'un trou béant dans l'architecture financière internationale.
And you also have an insolvency court, which is a body that makes decision, which handles the case. And nothing like this exists when we talk about sovereign debt, when we talk about countries which Lorsqu'on the situation, well, this situation causes quite a number of different problems. Actually, I have my Cette situation entraîne différents problèmes. the screen on top of it, but anyway. So, C'est un peu difficile pour this is a moi selection of the problems de we're talking about. lire sur l'écran, We have mais voici une sélection des différents problèmes. D'abord, so, usually a country has a quite il y a important une stock. fragmentation du forum, Multilateral debts, you have debts to private creditors, bonds and loans. And c'est-à-dire qu'il y a un mélange de différents créditeurs et débiteurs, et il n'y a aucune chance de restructurer toutes ces dettes en un seul processus. Le Club de Paris, c'est une institution qui permet de renégocier la dette. And then this third category, multilateral debts, there's actually at the moment no chance to restructure them at all because there is nothing. Mais There used to be a multilateral. à l'heure actuelle, il n'y a pas de façon de restructurer la dette de façon compréhensive. Et donc, cela pourrait nous prendre jusqu'à 10 ans de renégocier avec chaque débiteur séparément toutes les dettes et les résultats ne seront pas justes. Il existe différents mécanismes et le deuxième problème, c'est la domination des créanciers. En Europe, c'est la domination de l'Eurogroupe qui s'occupe de définir le profil de la dette. Dans certains pays tels que la Grèce, pardon, et c'est le cas, et c'est aussi le cas pour des pays en développement qui font partie du Club de Paris. Il y a donc un déséquilibre très important des pouvoirs. Troisième problème, un problème très important aussi pour nous en tant que militants, c'est le fait que les considérations financières prévalent. Lorsqu'on parvient à des accords de restructuration de la dette, le FMI, par exemple, se concentre sur l'accès au marché, mais les objectifs de développement des pays concernés ne sont pas pris en compte. Combien d'argent le pays en question a-t-il besoin pour ses dépenses budgétaires? Quatrième problème, il y a un manque de transparence et de responsabilisation. On a vu, c'était le cas avec l'Eurogroupe. Certains ministres ne rendent pas compte aux électeurs des décisions prises et les citoyens d'un pays ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec le Club de Paris. Et enfin, dernier point qui a à voir avec la présentation de Théa, c'est qu'on ne fait pas de différence entre les prêteurs responsables et les prêteurs irresponsables. Il faut identifier les dettes illégitimes, mais pour l'instant, il n'y a pas de définition établie. C'est assez flou. Certains prêteurs peuvent être corrompus ou peuvent être situés dans des paradis fiscaux. Ce ne sont pas des sujets nouveaux sur la scène internationale. En effet,
On a déjà vu ceci dans les années 90 avec les mécanismes de restructuration de la dette souveraine. En 2002, le FMI nous avons eu toute une série de crises financières dans les années 80 en Amérique latine et le FMI a commencé à faire des suggestions sur la restructuration de la dette souveraine et la participation des débiteurs privés a permis de restructurer la dette. Ces mécanismes ont été critiqués par la société civile parce que le FMI devient juge des processus de restructuration. C'est un organe qui n'est pas libre de pression politique et il y aurait dû avoir un processus d'arbitrage. Et je parlerai de ces propositions à la fin de ma présentation sur la façon dont la société civile fait participer. À cette époque, ces processus ont été critiqués par la société civile car les besoins basiques de développement n'ont pas été satisfaits et le pays n'avait pas de marge de manœuvre budgétaire suffisante pour permettre le développement. Suite à la dernière crise financière, la CNUSED a créé un groupe d'experts qui a suggéré que la restructuration de la dette devrait être un espace public dans lequel les créditeurs peuvent négocier avec tous les débiteurs. Mais à l'heure actuelle, cela n'existe toujours pas. Ce n'était qu'une idée sur la table. La CNUSED a élaboré un guide avec des propositions. And vulture funds, some vulture funds refused to participate in the debt restructuring both in Argentina and Suite au cas de l'Argentine, and then an initiative was started at the UN General Assembly to create something like a multilateral legal framework for sovereign debt restructurings. This would be à l'Assemblée générale des Nations unies, un cadre légal multilatéral a été établi pour la restructuration de la dette souveraine. Mais ce cadre juridique multilatéral n'était qu'un débat. Il n'existe toujours pas et il n'a jamais été créé. Donc, ce qui a été adopté, ça a été une série de 15 principes de base sur la restructuration de la dette et une loi sur l'insolvabilité a été adoptée. Et enfin, il y a de la part de la CNUSED une première proposition qui consisterait en un audit mondial de la dette. Ceci a fait l'objet aussi d'un débat public et ceci les universitaires ont aussi élaboré des milliers d'initiatives pour résoudre ce sujet. Il n'existe pas d'institution financière efficace pour résoudre le problème de la dette de façon juste, équitable et qui permettrait d'éviter des dommages collatéraux. Enfin, je crois que grand nombre d'entre vous ont participé à des activités de militantisme contre la dette et en tant que société civile, nous n'avons jamais eu une seule et même proposition, suggestion de mécanisme de restructuration de la dette.
Et je voudrais à cette occasion vous montrer un document de Rodad qui a été validé. Yeah, the principles are basically that we would need a decision-making process which is independent from creditors, so something which is not Et not the Eurogroup, nous aurions besoin d'un processus indépendant qui serve de mécanisme d'arbitrage afin d'évaluer de façon indépendante la soutenabilité de la dette. Le FMI évalue la soutenabilité de la dette des pays, mais les évaluations sont en général peu indépendantes. Et enfin, un troisième principe est l'encours de la dette d'un pays devrait être traité de façon compréhensive. Et l'idée serait d'évaluer à quel moment le pays se trouve dans une situation de ne pas pouvoir rembourser la dette. Ceci doit faire partie de l'évaluation. Enfin, le cinquième principe qui a à voir avec la participation de toutes les parties prenantes, ça a à voir avec le principe de transparence. Il devrait y avoir aussi un moratoire sur le paiement des dettes externes. Et la Grèce est un bon exemple aussi parce qu'il y avait beaucoup de créanciers privés. Il faut savoir que la Grèce, la dette de la Grèce a été vendue pendant que le pays essayait de renégocier sa dette avec l'eurozone. Et cet argent a été transféré à des comptes publics. Et donc, c'est pour ça que la Grèce a eu besoin d'un moratoire de sa dette extérieure. Cinquième point qui a à voir avec les fonds vautours. Il faut s'assurer que les créanciers ne puissent pas Autre principe, le caractère exécutoire. Les résultats doivent être contraignants pour toutes les parties prenantes. Lorsqu'on parle de dette souveraine, il faut créer la marge de manœuvre budgétaire suffisante pour les pays endettés, afin que ces pays puissent Enfin, pour terminer, j'aimerais vous présenter 3 publications si vous souhaitez approfondir sur ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez aimé la présentation. Merci beaucoup. C'est parfait. Vous êtes dans les temps. Maintenant, nous allons passer la parole à Thea Sophie Rusten de Norvège. Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir vous donner un bon aperçu de la situation de cette crise qui est en train de se passer déjà. Donc, en ce qui concerne le prêt et l'emprunt responsable, in general, crises that actually exist here and now have such huge human consequences that it's natural that we have to sort of focus a lot of our energy into making good mechanisms for resolving that crisis. But this unfortunately sort of makes
the work on strengthening systems for preventing future debt crises sort of end up a little bit in the back seat. So that's one thing to have in mind, that it's important to put a lot of emphasis on the prevention of future crises at the same time that we're talking about resolving the ones who actually exist here and now. And this is sort of like a kind of like a broad topic, and there are different aspects to responsibility when it comes to lending to sovereigns and borrowing from borrowing governments. And one aspect that is getting a lot of attention these days is linked to transparency. And the other aspect is linked to principles and systems for ensuring responsibility in lending to governments and borrowing from governments. So when it comes to transparency, this is sort of like the lower hanging fruit, that today there's no real good global systems for ensuring that all information on loans to governments is publicly disclosed. So it's kind of difficult to assess whether you're being responsible, at least if you're a lender. You're sort of basing your investment decisions on fragmented information. So, and also when it comes to transparency, this is sort of like a solution that is promoted by bilateral lenders and multilateral institutions, sort of as a solution that is supposed to solve everything. If you have information access, then you will automatically sort of be responsible and have ensured responsibility. This is, I believe, not the case, but ensuring access to proper information is definitely an important prerequisite for securing responsibility. So it's important to sort of strengthen transparency, but it's also important to not just end up focusing the responsibility discussion on transparency alone, and then sort of not getting to the next step, which is the global consensus on responsible lending and borrowing practices. So in the Addis Ababa Action Agenda in 2015, countries stated that they will work towards the establishment of a global consensus on what sort of constitutes a responsible lender and a responsible borrower. And this global consensus has not yet materialized. And at the moment, there is not much sort of headway or political will from at least rich countries in advancing this agenda. At the moment, they're talking about transparency, but the global consensus on responsibility is sort of dormant. But there are different frameworks existing. One is the UNCTAD principles on responsible lending and borrowing. I can send you sort of like a list of different frameworks later that Yolanda can disseminate, so you don't have to worry about losing all the details here. But the UNCTAD principles on responsible lending and borrowing is one international framework. Another one is the G20 operational guidelines. The IMF and the World Bank have a common framework, debt sustainability framework, and they do common debt sustainability analysis, and the OECD have some systems, and there are some different frameworks out there, but there is not really a consensus around one framework that we all should sort of implement into national legislation. And yeah, this consensus needs further political discussions to land on a common framework. But another aspect is that these principles for responsible lending and borrowing apply to bilateral lenders, sovereigns, borrowing governments, to multilateral institutions like the IMF, World Bank, and other regional investment banks. But the last aspect of responsibility are the private investors. And at the moment, it's private investors lending money to governments in the global south that have created sort of the biggest portion of the issues related to unsustainable debt levels and irresponsible lending and borrowing, basically.
And this is sort of, we don't have the time to go into a lot of small details on this, unfortunately, since we're a little sort of time constrained. But basically, in the years after the global financial crisis leading up to the pandemic, especially this private debts ballooned due to sort of lack of regulations. Low interest rates and quantitative easings from the European Union and the United States sort of made a lot of new hot money around, and investors took this money and invested them, for example, in government bonds in the global south, because there were higher yields and this was a more attractive investment opportunity. And then a lot of private investors invested in government debt in the same time, and the private debts ballooned. So one important aspect to focus on. Donc, un aspect important à prendre en compte, c'est, je vais vous donner un exemple pour cela. Il n'y a qu'une façon de le faire, ce n'est pas une façon évidemment idéale. Christina, dites-moi combien de temps il me reste. Oui, tu as encore beaucoup de temps. 10 minutes. Le fonds d'investissement le plus grand du monde et, comme je l'ai dit, c'est le fonds de pension le plus important. Il représente 1% de l'encours de la dette du marché mondial, pour vous donner une idée. Et donc, les fonds de pension du gouvernement ont une responsabilité dans l'investissement et dans l'acquisition d'obligations. Ces obligations d'État il y a donc un cadre explicite sur la transparence, la responsabilisation, sur la capacité du gouvernement à tenir en cas de choc financier, sur les droits du travail, les conditions de vie, l'état de droit, les risques de corruption, différents aspects qui pourraient être affectés par les risques financiers pour un pays déterminé et les risques sur les revenus et les risques sur la population, disons. Il y a une liste de critères et le comité d'investissement norvégien effectue une évaluation en fonction de certains critères. Et il donne à la Banque centrale leur avis et la Banque centrale décide de valider ou non l'emprunt. Comment ils ont approuvé la question de différents bons, de différentes obligations. Et ils peuvent investir dans les bons. Ils ont assuré d'avoir une approbation.
Enfin, cette approbation a été renouvelée pour pouvoir retirer, fermer ces prêts. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est de mettre en œuvre ces principes pour arriver à des prêts et des emprunts responsables. So this is sort of one of the things that are lacking on the global scale. There are different. Ce qui se passe au niveau des différents gouvernements, il y a plusieurs agences, beaucoup de personnes qui interviennent, mais il n'y a pas de consensus global sur ce que signifie simplement un créditeur responsable et un emprunteur responsable, rien que d'entrée. Donc, il faut qu'on renforce la transparence. Il faut qu'on ait accès à l'information, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. La société civile doit continuer à pousser pour que nos gouvernements fassent avancer la discussion sur l'application des principes, faire avancer les notions de responsabilité de prêteurs et d'emprunteurs et de prêteurs responsables, faire avancer les législations nationales. Et il faut qu'on arrive, qu'ils poussent, que nos gouvernements travaillent à des régulations internationales. Parce que sinon, on a des bulles financières qui vont exploser à la figure de nos gouvernements. Il faut qu'on n'ait pas de problème de dette insoutenable à l'avenir. C'est l'introduction. Mais je suppose que vous avez des questions. On va certainement pouvoir rentrer dans les détails ou pouvoir expliquer mieux ce qui n'a pas été très clair. Merci Théa. C'était très intéressant d'écouter justement des détails sur ce qui s'est passé en Norvège. Je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Je vais regarder si quelqu'un dans le public veut poser des questions à un des deux orateurs. J'avais vu une main levée il y a un moment. Ça a disparu. Alors, je vais attendre un peu. La façon dont tu as décrit, Théa, la mise en œuvre des principes dans le cas de la Norvège, un exemple, la manière dont la Norvège a mené une audit de la dette concernant les prêts qu'ils ont faits à des pays en développement particulièrement. Que penses-tu? Pourriez-vous nous dire un peu plus? Est-ce que la Norvège est un pays plus aimable avec ses débiteurs? Oui, on voudrait être un prêteur responsable. C'est possible que, oui, le gouvernement actuel est un petit peu plus sensible, c'est vrai. En effet, on est leader sur cette question en ce moment. Il y a en effet une sorte de tradition. Nous parlons des questions de la dette en Norvège. C'est un sujet qui est discuté. Publiquement, je veux dire, je ne sais pas comment l'expliquer. On ne veut pas contribuer à un déséquilibre du système financier international, à une crise de la dette. Parce qu'on sait que ça amène à opprimer les populations
Et c'est quelque chose qui intéresse les gens en Norvège, c'est vrai. Donc oui, on a l'intention de faire des prêts responsables. Les points forts du système du fonds qu'on a mis en œuvre en Norvège, les fonds de pension, on parle de leur rôle. Il y a toujours des discussions publiques sur ce que doit être l'investissement de notre pays, combien on devrait prêter. C'est discuté dans notre Parlement. Il y a à peu près 50 organisations de la société civile qui écrivent au Parlement, qui veulent intervenir, qui demandent que notre responsabilité, qu'on soit plus responsable encore. Oui, c'est sûr. Je pense que ça a aidé. Et ça fait aussi que ça soit plus facile d'en parler. Donc, parce qu'on considère que notre État fait des investissements, des prêts en notre nom. Donc, oui, on se sent responsable. Je vais poser les questions qui sont venues sur le chat. Une question sur l'audit de la dette globale. Peut-elle être mise en œuvre? Est-ce que c'est différent de la dette citoyenne? Comment la société civile peut faire avancer les législations nationales? Quelles sont les avancées concrètes? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour pousser à de la plus de transparence? Quel rôle, quel genre de rôle les pays nordiques qui n'ont pas une tradition de prêter beaucoup, mais qui donnent des fortes garanties? Oui, sur les audits de la dette, les audits de la dette se tiennent au niveau d'un pays. Il y en a 3 différents types. Au Mozambique, c'était les donateurs qui ont contrôlé la situation du gouvernement. Ensuite, il y a eu en Grèce, c'était le Parlement qui a créé une commission et qui a commandé une dette. Et il y avait des citoyens de différents pays qui ont auditionné la dette grecque. Bien sûr, il y a aussi des questions sur les critères selon lesquels on réalise cet audit. Vous avez besoin de distinguer les différents types de dettes pour décider si la dette est légitime ou pas. Est-ce que ça a servi à quelque chose pour le pays ou pas, par exemple? Donc, définir les critères. Aux questions de la législation, la législation nationale, c'est très important dans des pays qui sont des centres financiers, aux États-Unis et en Angleterre. La situation est que beaucoup d'obligations d'État sont émises sous leur loi, c'est-à-dire tous les pays se réfèrent à la loi anglaise ou nord-américaine. Et ça, c'est un point clé. Il faut que les différents pays développent leur propre législation pour ne pas dépendre des tribunaux d'autres pays. Alors, il y a eu des essais, ce n'était pas franchement un succès. Si vous avez un cadre légal multilatéral, multinational, ça va aider. Le FMI a proposé
de faire un cadre multinational pour que ça soit plus nécessaire de créer des législations nationales, mais ça n'a pas été fait encore. Ensuite, il y a deux dimensions de la transparence. Daniel Munevar avait bien expliqué. On ne sait même pas qui possède la dette et quelles sont les conditions du prêt. Toutes les créances devraient être accompagnées de conditions, ça devrait être public. Il faudrait créer des mécanismes de pression pour obliger les créditeurs à s'asseoir et à discuter de la restructuration. Il y a un deuxième point au niveau de la transparence. On ne sait pas comment nos gouvernements négocient la dette avec les prêteurs. Même ça, on ne sait pas. Certains pays ne donnent que des prêts. I think it has a very strong political ones and normative ones, because if you're a grant donor, then in fact, si vous faites un prêt sans intérêt, vous vous attendez So I find that especially donor countries or partner countries which basically provide their development assistance in terms of grants should make a very strong case to say there needs to be, in a country which has a critical debt situation, there needs to be a debt restructuring process, there needs to be dans un pays, il devrait y avoir, qui est dans une situation critique, les créditeurs devraient participer tous à la restructuration parce que c'est la seule manière d'en sortir pour que cet argent n'aille pas, pour que cet argent puisse être utilisé aux besoins du pays et pas seulement pour rembourser la dette. Théa, est-ce que tu peux répondre aussi? Oui, moi je pourrais parler de l'audit de la dette dans les pays pour renforcer ce qu'a dit Bodo. C'est une question qu'on discute avec le gouvernement norvégien. On parle beaucoup de relations avec les prêteurs multilatéraux. Ils utilisent ça comme un argument pour dire que au contraire, on devrait du fait qu'on a annulé, qu'on a fait des audits et qu'on a annulé une dette injuste que soi-disant nous devait un pays africain, mais actuellement, on attend les élections parlementaires et on a espoir que ça s'améliore. Je vais prendre d'autres questions. Des questions sur la réforme de la dette. Comment les quantités qui sont prêtées à d'autres nations sont contrôlées? Est-ce qu'il y a un défi? Est-ce que c'est un défi de fournir des prêts responsables sans imposer des politiques au pays? Oui, je voudrais dire quelque chose sur la question de Hannah, sur les conditionnalités, sur les politiques imposées. C'est une question importante parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de prêts responsables, avec les fonds de pension, on voit que
Ils n'imposent pas de conditions au prêt, mais d'un autre côté, ils ont des critères stricts qui excluent beaucoup de pays qui voudraient emprunter parce que les critères qu'ils établissent pour accepter de prêter d'entrée font que beaucoup de pays ne peuvent pas prétendre auprès de ces fonds de pension. Il y a 20 et quelques pays qui émettent des obligations d'État qui peuvent prétendre à ces prêts seulement. Donc, c'est difficile, hein, vous comprenez, puisque ces critères sont établis par avance et font qu'il n'y a pratiquement que 20 pays qui peuvent prétendre à emprunter à ces fonds. Il y a une quantité énorme de pays qui ne peuvent pas accéder à ces crédits pour investissement. Bodo, la restructuration s'est menée depuis de nombreuses années. Je n'arrive pas à voir la question. Also, another question from Andrew. Bodo, I've spent a lot of time in my PhD research interviewing investors. J'ai passé beaucoup de temps sur ma fiche regardant les les investisseurs me disent que la restructuration, qu'il n'existe pas de système qui fonctionne. Ils disent que la restructuration de la dette devrait être plus efficace que celle avec les banques. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je suis curieuse de voir ce que tu as à dire à ce sujet. Concernant le FMI, ça fait à peu près qu'un an qu'il restructure. C'est intéressant parce que moi, je crois que ça fait beaucoup plus d'années que les restructurations sont en cours avec récemment, l'Équateur a réussi, mais on dit que les créanciers privés de l'Équateur n'étaient pas assez forts, mais une chose, c'est la même chose qui s'est passée avec les fonds vautours. The need for litigation and also sped up the processes, but the situation is that this does not lead to sustainable outcomes. The Paris Club is the same situation. The Paris Club is arguing proudly that they have handled more than 600 cases in their history, which indeed means, since we have less than 200 countries on the planet, that they have indeed treated each country at least 3 times if you would divide it. So the problem is indeed when you do it quickly, you either usually just restructure one category of your debts, for instance, not the private debts, but not the bilateral or the multilateral ones, or you don't do a deep haircut which creates a sustainable outcome. This is a bit of the problem. And then there was the question on the political situation. Il y avait une question sur la situation politique. On the United Nations, the agenda has been very big. There's been, for the first time for years or decades, a high-level event with heads of state participation in March, which discussed debt architecture reforms. But it was just a policy discussion, but not the decision-making forums. And then, of course, the G20 has passed 2 initiatives: the Debt Service Suspension Initiative in April last year, and then later the Common Framework. Most of us would say that these are highly insufficient to fix the debt problems. On dit que ce sont des mesures insuffisantes, mais il y a une dynamique
J'espère que ça va continuer à la fin de l'année. On devrait arriver à cette initiative pour le service de la dette. Il y a beaucoup de liquidités disponibles et même si les pays en développement paient des intérêts très importants, Angola, Ghana, c'est 10% par an, c'est énorme, alors que la Norvège ou l'Allemagne paient 0, quelque chose pour cent. C'est quand même des taux plus intéressants que par le passé. En Europe et aux USA, quand les taux d'intérêt vont remonter, là, ça va redevenir compliqué. Donc, les directives, Christine Lagarde a dit que la situation est bonne en ce moment. En fait, c'est une bulle et ça va finir par exploser quand les banques centrales vont décider de monter les taux d'intérêt. Vous pouvez aussi adresser différentes questions. Il y avait des questions à Andrew. PhD research that he's heard from vulture funds and other investors that the current sovereign restructuring non-system functions incredibly efficiently. They argue that sovereign restructurings occur much more quickly than restructuring corporate bankruptcy, and that creating policy outlier cases is dangerous. How would you respond to them? I mean, since the very dramatic case in Argentina, there has been indeed. Le cas le plus dramatique, c'était certainement l'Argentine. Je pense que ça a été parce que les créditeurs nous n'avons pas vu de cas aussi dramatiques que l'Argentine dans les années 80, mais ça ne veut pas dire que ces problèmes n'existent plus. Il y a des actions collectives pour faciliter les grosses restructurations. La majorité des créditeurs peuvent arriver à un accord qui oblige tous les autres créditeurs à restructurer aussi. Mais il y a beaucoup d'obligations d'État sur le marché. Les créditeurs non privés sont le FMI et le Club de Paris. Le FMI insiste toujours quand il a donné, par exemple, 580 billions de dollars en Argentine, quand elle était en grosse difficulté, c'était très clair que c'était un prêt très politique poussé par Trump qui voulait avoir de bonnes relations avec Macri. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de plus de questions. Il y a encore une question au fond. Est-ce que vous voulez bien prendre celle-là? S'il y a d'autres questions, on va répondre directement dans le chat. Merci à tout le monde pour la première partie. Merci Bodo pour cette excellente exposition. On va prendre 10 minutes. On revient dans 10 minutes. On revient dans 10 minutes. Voilà. Merci Christina. Thank you so much. Okay.
introduction to debt in Europe. The way how we do it is that we are playing, Christine and I are playing musical chairs. So I'm taking over the moderator role, and we have two great speakers. The first one is Sergio Cotillas, who is, as well, they were introduced already. He's a co-founder of Econa. And On then joue aux chaises musicales. Alors, c'est moi qui vais faire la modération maintenant. Yeah, both of about 15 minutes. Sergio, do you like to start straight away? Yes. On commence. Thanks, Will. Hi, everyone. Merci, bonjour à To- tous. To speak about where we are standing in Europe. Je vais parler de l'Europe, de là où nous nous trouvons, donc de la politique, de l'analyse des dernières années, ce qui a été fait à l'Union européenne et de la dette de différents pays européens et l'état de mutualisation de cette dette. Je vais pour ça partager ma présentation. Je vais partager mon écran. So, hope you see it well. Yeah. Okay, so Donc, je voudrais me centrer sur le rôle des J'aimerais me États-nations centrer sur dans le les rôle des conflits, États-nations et sur le conflit que ça Ce qui- suppose. ça crée le fait qu'il y a des institutions transnationales à l'Union européenne, Comment ça crée des nous conflits. devons analyser cela en détail. C'est à travers cette institution transnationale que certains États, particulièrement l'Allemagne, raffirment leur pouvoir. Pour l'Allemagne, c'est le moyen d'assurer leur hégémonie sur le reste de la région. Il y a un débat théorique depuis 15 ou 20 ans pour savoir si l'Union européenne doit avancer vers l'intégration européenne ou rester des États-nations. Il y a plusieurs théories. Une, c'est que pourrait générer une désintégration de l'Europe. On est toujours dans un état d'État-nation depuis la Deuxième Guerre mondiale. La souveraineté des États-nations n'a pas été réduite. Cependant, dans un tel contexte, un contexte aussi délicat, c'est difficile d'arriver à des accords. Il faut qu'on analyse tout ça de manière historique. Il faut qu'on analyse à niveau de l'économie politique ce qui se passe. Ce que nous voyons, c'est qu'il y a une grosse hiérarchie dans l'Union européenne. Ce qui a émergé, c'est un système qui crée des négociations asymétriques. Dans ce jeu de relations asymétriques, les pays du Nord sont les leaders aux dépens des pays de la périphérie. En 2009, avec la crise, on n'était pas arrivé à une complète intégration. And the ability to lend afterwards with these financial surpluses that have generated let's say, assumer ce pouvoir économique, les superávits de l'Allemagne.
Ce sont consacrés à de grands volumes d'exportation. Les pays du Sud, comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, leur économie s'est enfoncée. Les États-nations, comme ils passent toujours par ces institutions, c'est toujours en général l'Allemagne qui décide. Il y a un monopole de la Banque centrale européenne pour la création de la liquidité dans la zone euro. Et des millions de citoyens européens ont eu peur de perdre toutes leurs économies. Il y a une perte d'identité, comme les gens ne se sentent plus européens. On peut prendre par exemple l'exemple de la Grèce. Ils auraient fait défaut de paiement très tôt, certainement, mais l'euro est central dans cette construction d'une hégémonie de l'Allemagne. C'est grâce à l'euro que nous avons eu une croissance dans le Sud, mais aussi grâce à cause de ça que nous avons eu une croissance de notre dette. Je ne veux pas dire que l'Allemagne contrôle directement les institutions européennes. C'est ce qu'on appelle le soft power. Ils font pression sur ces institutions. Comme la Banque centrale européenne, ce n'est pas la Bundesbank. Mais comme toute la zone a besoin de la légitimité de l'Allemagne, que l'Allemagne se porte bien pour pouvoir créer de la monnaie, ça fait qu'ils ont du poids et qu'ils décident. Pour passer en revue les transformations que nous avons vues au cours des dernières années, pour ne pas perdre de la souveraineté, pour ne pas perdre de souveraineté, l'Allemagne après la crise de 2009, ils ont mis en route plusieurs programmes au niveau de l'Union. Apparemment, c'était pour aller vers l'intégration européenne, mais ces transformations sont incomplètes. L'Europe n'édite pas, n'émet pas d'obligations européennes. Il n'y a pas de monétisation des déficits des États. Les pays doivent toujours suivre strictement les règles fiscales décidées au niveau européen. Donc, ce n'est pas une union monétaire européenne complète. C'est principalement parce que l'Allemagne veut garder son hégémonie. Nous avons vu ça dans des crises précédentes, mais à mon avis, dans la crise actuelle, on le voit aussi. Même si ils ont l'air de faire des politiques beaucoup plus flexibles, c'est toujours la même idée. Il y a un nouveau programme d'achat de la Banque centrale européenne
il y a un peu moins d'austérité qui est demandée aux États pour recevoir ces prêts. Rajoy, qui était le président du gouvernement espagnol, était un allié de l'Allemagne. Donc, ils avaient été assez flexibles à l'époque avec l'Espagne, plus qu'avec la Grèce en tout cas. Mais ça reste au cas par cas et pour des raisons politiques. Il y a un nouveau budget. Il est assez modeste, très limité par rapport aux besoins. Il y aura peut-être encore des avancées dans ce sens, des nouvelles négociations. Mais donc, l'impact fiscal va être très peu important sur le PIB de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. On attend dans les 3 prochaines années une augmentation de 1,52% du PIB. Donc, je voudrais montrer ce que cette flexibilité a signifié. Ça, c'est la balance de la Banque européenne. Ils ont poussé au quantitative easing. Maintenant, 3 billions ont été mis sur la table. Maintenant, on est monté jusqu'à 7 billions, au moins. On voit l'impact asymétrique sur les pays dans l'Union européenne par rapport à ceux qui sont dans l'Espagne et l'Italie, par exemple. On n'observe pas ça dans les spreads du Danemark et de la Suède. Et ceci nous montre aussi la nature ou la relation hiérarchique entre les institutions européennes en ce qui concerne l'endettement, la vulnérabilité des pays de l'eurozone, des pays qui n'ont pas le pouvoir, je veux dire. Cette cible 2 nous montre aussi l'hégémonie de l'Allemagne. L'Allemagne a accumulé des revenus, des créances d'autres pays, plus particulièrement de l'Italie et de l'Espagne, parce que ce sont 2 pays qui avaient ces ressources, qui avaient cette solvabilité. L'Allemagne a autorisé le financement de ces réserves étrangères pour l'Italie et l'Espagne. Et c'est ça qui a forgé la dynamique des relations entre les pays de l'eurozone. Dans l'eurozone, même si les politiques budgétaires sont différentes selon les pays, elles suivent une tendance, comme on peut le voir sur le schéma. Enfin, pour conclure, on constate des différences
selon les pays. L'approche à la crise est bien différente. On voit que les revenus supplémentaires sont bien au-dessous des lignes de base. L'Allemagne a bénéficié de recettes supplémentaires et on voit que c'est l'Italie qui a eu le moins de stimulation en termes de recettes publiques. En guise de conclusion, on voit qu'il y a un conflit entre les États membres principaux et entre les institutions transnationales. On n'en parle pas assez. Les politiques adoptées depuis le début de la crise de la Covid sont compatibles avec l'hégémonie allemande. Ça n'est pas contradictoire avec ce que l'Allemagne a fait jusqu'à présent. La discrétion, la transgression des traités est devenue la nouvelle norme. On verra les années à venir si l'on revient à des plans d'austérité. À une certaine époque, à l'heure actuelle, l'Allemagne est dans une situation assez délicate. Elle doit un peu ménager la chèvre et le chou. Et maintenant, je vais redonner la parole à Christina. Merci, Sergi. C'était vraiment très instructif. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Alors, nous avons certaines questions, mais nous y répondrons après l'intervention de Christina. Alors, est-ce que tout le monde peut voir ma présentation? D'accord. Je vais être comme une étape intermédiaire entre la première et la deuxième séance. Je vais essayer de tirer des leçons et en ce qui concerne la crise dans l'eurozone et son impact sur la restructuration, sur l'architecture de la dette. En ce contexte de crise, il semblerait que l'histoire se répète à chaque fois qu'on est confronté à une crise et qu'on est confronté, et à chaque fois que l'on est confronté à une crise, on se retrouve souvent à des déceptions, on se retrouve souvent confronté à des déceptions. Je vais essayer de souligner certaines des défaillances de l'architecture de la dette internationale pendant la crise de la zone euro. Je vais essayer de souligner ce que ça signifie maintenant dans le contexte de la crise, de la pandémie, car la dette souveraine a exacerbé certains problèmes. Alors, voici certains points clés. Alors, comme il s'agit d'une série de webinaires, vous avez déjà eu des informations en amont pour vous familiariser avec ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que c'est important que les dettes soient soutenables? Eh bien, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais les gens souffrent lorsque les dettes ne sont pas soutenables parce que le coût de la crise de la dette se mesure en termes économiques, sociaux et politiques. Ce coût est énorme. Vous voyez sur le graphique en haut à droite qu'on est passé d'un index de 100 avant la crise
à presque 110. La crise de la dette a des implications très, très larges, non seulement sur la stabilité financière, sur la croissance, mais aussi sur la jouissance des droits socio-économiques. Donc, pour promouvoir les objectifs du développement durable, promouvoir la croissance et le développement, il faut trouver des réponses à ces situations d'endettement. Donc, la réponse jusqu'à présent des États était l'austérité avec des contractions des dépenses publiques, des coupes dans le secteur public, la privatisation des marchés, tout ça dans un contexte de contraction du PIB. Et ceci a eu un effet extrêmement négatif sur la pauvreté et a creusé les inégalités, surtout sur les personnes vulnérables. Alors, troisième point à souligner, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des dettes soutenables? Eh bien, il est important que les dettes qualifiées de soutenables, alors qu'elles ne le sont pas, soient évaluées, car la grande majorité des habitants d'un pays devraient avoir accès aux services de base. Et pourtant, ces dettes qui sont qualifiées de soutenables par le FMI ou la Banque mondiale ne permettent pas cet accès-là. Et donc, ces États-là et ces institutions continuent de prioriser le remboursement des créanciers au détriment des besoins des pays emprunteurs. Donc, ceci conduit à une situation de surendettement, à une baisse d'activité économique, à des problèmes de remboursement et à beaucoup d'incertitudes. Upcoming payments. So just on that second point about the response En ce qui concerne ce deuxième point sur les réponses de la société civile, vous voyez ici dans le graphique en bas que les conditions sociales se dégradent, la pauvreté augmente. Donc, c'est difficile de savoir quels sont les pays les plus affectés. J'ai essayé de rassembler ici les différentes défaillances, insuffisances de l'architecture de la dette internationale actuelle. Je les ai résumées dans les points suivants. Alors, quelles sont ces défaillances, ces limites? Mais d'abord, les questions financières ont toujours prévalu sur tout le reste. Le critère principal d'action était d'empêcher l'instabilité financière des banques des pays principaux. Et les pays créanciers ont préféré fournir des fonds publics aux pays qui ont été ensuite utilisés pour rembourser les créanciers privés. So part of this led to the way that this was dealt rather than restructuring upfront meant that there was a delay. Alors, ceci a entraîné des retards dans les restructurations, ça a conduit à une détérioration des situations d'endettement, ça a prolongé la crise. Et donc, ça nous amène à nous demander où est-ce que l'eurozone s'arrête. Ces réformes-là d'austérité ont
coût social très élevé. Donc, d'un côté, ça a été une réussite parce que la stabilité financière a été maintenue. Deuxième point, la crise de l'eurozone a vraiment révélé la domination des créanciers. Et comment cette crise a été gérée? Elle a été gérée par la Troïka. On n'en parlait pas énormément avant le début de la crise, mais ces trois institutions, le FMI, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, ont agi pour la première fois en 2010 pour former un trio irresponsable et illégitime de décideurs politiques. Dans de nombreuses instances, on a assisté à une influence politique sur ces prêts et ces emprunts. Par exemple, le FMI a fait adopter un programme dans lequel une partie du Conseil n'était pas d'accord et il a contourné les règles. Et donc, en raison de ces délais, ceci a créé des conflits entre les créanciers parce que ils n'ont pas agi tout de suite. Par exemple, il y a eu un affrontement entre l'Union européenne et le FMI sur ce qui était ou sur ce qui n'était pas soutenable. Et ceci a créé un climat d'incertitude. Alors, encore une fois, il s'agit d'un système très fragmenté. Et la seule façon de restructurer tout le système, c'est une restructuration qui vient des pouvoirs publics, puisque les créanciers privés ne le feront pas. Lorsque les obligations privées ont été restructurées, ça n'a été possible que grâce à des avantages faits aux créanciers, grâce à des fonds de pension en faillite, des besoins de prêts supplémentaires pour recapitaliser les banques, grâce à un système d'austérité impitoyable. Et ça a été trop peu et trop tard. Et donc, en ce qui concerne l'implication du secteur privé, les créanciers privés étrangers ont été remboursés. Il y a des prêts de sauvetage. Et la crise de la zone euro a aussi été une bonne illustration de comment certains détenteurs d'obligations minoritaires ont bloqué le processus de restructuration. Donc, seulement une petite portion des prêts grecs ont été bloqués par ces détenteurs d'obligations. N'ont pas été restructurés. En même temps, la Grèce a levé des fonds pour remplir ces programmes. Et la narrative est importante parce que ce qu'on dit au niveau de l'Union européenne, il y a une rhétorique qui dit il y a un gros manque de transparence et de responsabilité. Tous les accords se font à porte fermée, à huis clos. Les tribunaux nationaux ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas pris en considération, n'ont aucune intervention possible. Et on a fini par avoir un état d'urgence permanent. Le programme qui a été prévu pour la Grèce n'avait aucun sens à niveau économique. Ça a mené à une totale perte de crédibilité des mécanismes d'analyse de la dette.
Ça a augmenté la division entre le nord et le sud de l'Europe. La capacité à répondre à de futures crises est aussi de pire en pire. Certains ont été affaiblis par des dizaines d'années de manque à niveau socio-économique. Les infrastructures et les besoins du pays n'ont pas été couverts. La crise de l'Europe a exposé la fragilité de conseils, le peu de cas qu'on doit faire des conseils du FMI. La source de ce problème devrait être domestique. Les pays sont en dette parce qu'ils ont pris des crédits. Mais on pense que les choses sont sous contrôle, mais je voudrais une petite parenthèse pour illustrer certaines parties du livre qui a été publié après ça. Ça, c'est la dette en proportion avec le PIB. Et en bleu foncé, c'est le spread de la Grèce sur les bons allemands. Au début de la crise, on était à 5% du PIB. Et le résultat de 10 ans de crise et d'austérité, c'est qu'on en est maintenant à 35% du PIB. Vous voyez le spread qui chute près de zéro. Donc, avant la crise, la plupart de la dette était aux mains du privé. Maintenant, puisque c'est la Banque centrale européenne qui est l'acheteur principal. Ça devrait amener à moins de problèmes. Pourquoi avons-nous besoin d'un conseil indépendant? C'est qu'en rapport avec la soutenabilité de la dette, ce qui importe concernant l'évaluation de la soutenabilité de la dette, c'est de voir si à court terme, à moyen terme, à long terme, à niveau global, comment est composée la dette. Il faut examiner tout ça. Donc, pour résumer, maintenant qu'arrive la crise du Covid et qu'on va à nouveau avoir des dettes, on a une impression de déjà-vu. Parce que beaucoup des caractéristiques de la dette de la crise de 2008 est en train de se reproduire maintenant. Il y a un excès de liquidité. Le club de Paris est un club informel et la restructuration de la dette de beaucoup de pays est entre ses mains. Les mécanismes de restructuration, les mécanismes de suspension du service de la dette, l'initiative ne fonctionne pas beaucoup. Ça arrive toujours, c'est toujours trop peu et trop tard. Le financement du secteur social est toujours quelque chose de volontaire. Donc, les 25% de la population mondiale vit maintenant sous des mesures d'austérité dues à toutes ces histoires de dette. On parle de dette soutenable alors qu'elle ne l'est pas très souvent.
Il n'y a aucune obligation pour les créanciers. Quand il y a eu le programme typique, les créanciers l'ont amené devant les tribunaux dans d'autres pays. Et concernant l'inégalité entre les pays dans le monde est en train d'augmenter. On met toute la responsabilité sur les pays débiteurs, alors qu'il y a des graves problèmes structurels qui font que les problèmes se perpétuent. J'en suis à ma dernière diapositive. Ce que je voulais souligner, je voulais insister sur l'initiative de suspension du service de la dette. Pour montrer comment ça fonctionne pas. Puis bon, comme j'aurai pas le temps, je vais simplement passer à des lectures que je vous recommande. Il y a un rapport préliminaire du Parlement grec, du comité de la vérité sur la dette publique, le résultat de l'audit de la dette. Il y a un guide sur la dette souveraine et les droits humains. Et puis la critique de la dette dans l'eurozone qui a été fait par Corporate Watch. C'est un très bon document. J'en reste là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Christine. C'était très, très intéressant. Et tu as fini par parler par un déjà-vu. C'est ce qui me semble aussi. Hein. Je me demande toujours comment on peut répondre politiquement aux différentes crises, alors qu'on n'a pas donné de réponse à la crise précédente. La Banque centrale européenne, dans la crise passée, on a dit qu'en 5 ans, il y aurait moins de possibilités de crise grâce à leur intervention et à comment ils avaient bien géré. Et puis, on voit que maintenant, on est à nouveau sur le grill. Bon, on va regarder les questions. Dans cette crise, l'Union européenne a levé le pacte. Qu'est-ce qui va se passer avec le pacte de croissance qui avait été signé? Parce que quels seront les critères d'austérité qui vont être imposés aux pays européens? Ensuite, il y a une question concerne l'Angola. On nous dit que la ministre des Finances d'Angola a dit que la dette du pays était énorme et le gouvernement d'Angola a dit que la dette est tout soutenable. Comment est-ce possible? Alors qu'ils ont un niveau d'endettement de 226% du PIB. Et comment pourrait faire l'Angola pour avoir une dette viable? Sergi. D'accord. Je vais essayer de donner mon opinion. Ce que moi, je crois qui pourrait se passer avec le pacte de croissance et de stabilité européen et par rapport à l'austérité qui est exigée des pays. Ça sera difficile, je crois, d'établir ces cadres. On est à un moment de l'histoire de l'Union européenne où a été imposée une sorte de discrétion ou je ne sais pas s'il veut dire discrétion ou qu'on fait ce qu'on veut des textes, on les comprend comme on veut. En tout cas, on demandait au gouvernement
Il y avait beaucoup de failles, c'était incomplet et tous ces plans, de toute façon, n'ont pas été appliqués à la perfection. Mais maintenant, avec cette situation complètement asymétrique, le choc ayant été déjà asymétrique en 2008, la dette a bien sûr augmenté plus dans une région que dans l'autre. Donc, cette différence relative fait que a émergé une crise de la dette. Mais maintenant, c'est une situation différente. La crise de la COVID, à mon avis, la voie de l'intégration européenne et la manière dont il parle de dissoudre les nations européennes pour créer une Union européenne plus intégrée, je pense que ça ne va pas se passer. Je crois qu'on va continuer à avancer dans l'Union européenne, mais de manière beaucoup moins ce vont être les gouvernements qui vont un petit peu appliquer les textes ou pas de manière discrétionnelle. Il y aura une plus grande flexibilité. Les pays vont discuter les conditions qui sont imposées. Ils vont demander une supervision au niveau des budgets, à niveau fiscal. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une austérité imposée aux pays européens. Parce que, comme on a dit, les niveaux de dette sont très élevés. S'il y a un changement de taux d'intérêt et qu'il y a un peu plus d'inflation dans les années à venir, à ce moment-là, il y aura une nouvelle crise de la dette dans l'eurozone et le système euro pourrait être en danger. Et ça, bien sûr, ce n'est pas du tout de l'intérêt de l'Allemagne. C'est pour ça qu'ils n'ont pas insisté sur de l'autorité cette fois-ci. Ils doivent imposer une certaine discipline selon leurs critères, mais ils veulent maintenir les pays du Sud à flot pour que leur marché reste des marchés dynamiques qui puissent vendre leurs produits et que ce soit c'est dans l'intérêt de leur hégémonie. Ensuite, la question, je vais laisser Christina répondre à la question de la dette de l'Angola parce que je ne connais pas. Pour répondre très rapidement, moi je dirais qu'il y a une économie politique, il y a un jeu politique qui pèse sur les questions de l'échéance de la dette, qui fait qu'une dette énorme peut sembler soutenable, viable. Les analyses de soutenabilité de la dette sont souvent faites par les créanciers. Alors donc, ça favorise une vision Christine, est-ce que vous voulez bien D'accord. Est-ce que répondre Christina, vous rapidement à voulez cette répondre question? rapidement à cette question? Et on a aussi reçu une question sur les agences de notation. Et enfin, on a reçu une dernière question, mais on va devoir arrêter. Est-ce qu'il y a une alternative aux politiques de la BCE, de la Banque centrale européenne, et quels sont les conseils utiles et éthiques qu'on pourrait donner? Alors, en ce qui concerne la question sur les agences de notation, oui, tout à fait. Les agences de notation ont un rôle primordial à jouer pendant les crises parce qu'ils travaillent, parce que quand ils baissent leur notation, ça a un impact sur le marché. Et encore une fois, ça c'est lié au premier point que Bodo mentionnait. Ce que j'ai essayé de dire moi dans ma présentation, c'est qu'on devait essayer d'identifier les normes, les acteurs qui composent cette scène internationale.
et définir des opportunités de réforme. Et les agences de notation sont un bon exemple. En ce qui concerne la crise de la pandémie, on voit comment la dette a exacerbé la possibilité d'emprunter de ces pays. Excusez-moi. J'allais dire quelque chose, mais non. Alors, des experts indépendants en droit humain et les rapports établis ont affirmé que les agences de notation avaient un rôle à jouer. Désolée, je suis en train d'imprimer un document, je n'entends pas bien. Désolée d'avoir fait le lien avec le FMI, mais ça rejoint un petit peu la réponse que je voulais apporter sur l'Angola. On se demande aussi comment la dette peut être aussi haute et insoutenable. Et il y a beaucoup d'éléments de réponse. La réponse principale, c'est que ça dépend de la façon dont vous évaluez la dette. Si c'est le FMI qui l'évalue, elle le fera d'une façon différente. Alors, elle peut définir, conclure que c'est une dette soutenable dans le moyen terme et moins soutenable sur le long terme. Mais il faut voir les dynamiques qui se cachent derrière, les dynamiques sous-jacentes et ce qui permet d'arriver à ces conclusions. J'ai un document ici sur les mécanismes du FMI que vous pourriez trouver intéressant. Et donc, il faut voir comment, selon le contexte, comment il est possible d'arriver à une telle dette. Alors, comment cette dette est gérée? Et quels sont les critères d'évaluation qui permettent de la définir comme une dette insoutenable? Et un audit a été lancé en 2015. Il a été à l'initiative du Parlement angolais. On a aussi des ressources du passé qui peuvent nous aider, par exemple, comparer cette situation-là à celle de la Grèce. Merci, Christina. Il nous reste une question. Il nous reste quelques minutes. Alors, est-ce que vous n'avez pas trop simplifié la situation en parlant une division entre l'Allemagne et le bloc de l'eurozone et de cette hégémonie allemande? Oui, je n'ai pas assez de temps pour rentrer dans les détails, mais en parlant d'hégémonie allemande, je veux dire qu'il y a sûrement une alliance, une coalition de pays qui ont des intérêts communs et qui s'alignent pour exercer des pressions sur les institutions. Oui, vous pouvez dire que c'est une simplification de la situation. Nous allons bientôt publier un article avec mon professeur. Et l'idée que j'ai présentée
Par exemple, sur le bilan de l'eurozone, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais il présente vraiment une division au niveau des États membres. C'est-à-dire que 3 milliards sont détenus par la Banque centrale européenne, 3 billions pardon, sur 11 seulement. Et pour approfondir ces points, on a besoin de plus de temps. Je peux vous envoyer ma présentation. J'espère que Christina aussi peut, les autres intervenants pourront envoyer la leur. D'accord, bon, je pense qu'on doit arrêter. Le temps imparti est écoulé. Merci à tous les intervenants, évidemment. Merci beaucoup aux interprètes. Et merci aux bailleurs de fonds qui ont permis d'organiser cet événement. Le prochain webinaire aura lieu le 23 juin. Voilà, Ilaria vient de poster le lien dans le chat. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, faites-le. Et voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Merci beaucoup pour votre participation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.